la poursuite du débat, je cède maintenant la parole à Mme la députée de Montarville. Madame la députée, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La problématique dont traite cette motion en est une qui nous préoccupe grandement, la Coalition Avenir Québec. La proactivité dont nous avons fait preuve ces derniers temps en proposant des mesures concrètes et en tendant la main au premier ministre le démontre d'ailleurs de façon très, très probante et positive. Il s'agit évidemment d'un enjeu qui est très délicat, un enjeu qui concerne tous les Québécois, toutes les Québécoises, un enjeu qui nous concerne effectivement tous autant que les autres en tant que nation forte et fière des droits et libertés sur lesquels elle s'est construite et sur lesquels elle continue d'évoluer. Mais c'est justement parce qu'elle continue d'évoluer que les outils dont nous disposons pour la protéger et en assurer l'intégrité doivent eux aussi être actualisés. La problématique que représente l'intégrisme, la radicalisation et la violence qui peut s'en suivre en est une que nous devons traiter de façon responsable. Les solutions, car elles devront effectivement être multiples étant donné la complexité du phénomène, peuvent provenir d'une formation politique ou d'une autre. Elles peuvent provenir de la société civile ou des communautés universitaires. Leur provenance importe peu, car ce qui importe réellement, c'est que nous travaillons tous de concert pour les élaborer, que ces solutions soient consensuelles, puis par-dessus tout, qu'elles permettent à la fois de lutter efficacement contre l'intégrisme, de prévenir la radicalisation, d'assurer la sécurité des Québécois et des Québécoises et de défendre les valeurs, les droits et libertés qui nous sont si chers à tous. Les attentats survenus à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa nous prouvent que la menace que pose l'intégrisme religieux pour nos droits et libertés est bien réelle. Ces tristes événements ainsi que de plus récentes révélations quant aux activités et aux enseignements intégristes et méprisants envers les valeurs du Québec menés et prodigués par certains imams ou administrateurs d'écoles nous ont effectivement permis de constater que la menace est bien réelle au Québec, mais qu'elle est aussi insidieuse et que les outils sociaux, éducatifs et législatifs dont nous disposons actuellement sont mal adaptés pour y faire face. Le savoir, c'est le pouvoir. Je suis certainement pas la première parlementaire à citer cet énoncé philosophique dans cette Chambre. Cela dit, pour lutter contre un phénomène comme celui qui nous occupe, sa compréhension est vitale. Malgré que nous adhérions entièrement à cette école de pensée, je crois important d'apporter une précision quant à notre considération pour l'objet principal de la motion dont nous faisons le débat aujourd'hui. Son dernier paragraphe demande que l'Assemblée nationale rappelle l'urgence de documenter ce phénomène par un observatoire de l'intégrisme religieux. Il faut bien me comprendre ici. Il est certes nécessaire de documenter et d'observer les pratiques et les enseignements qui vont à l'encontre de nos valeurs fondamentales et qui fomentent des actions radicales et violentes. Cela permettra d'améliorer notre compréhension du phénomène, quelles personnes y sont plus vulnérables, quelle est son origine et comment est-il importé au Québec, comment réduire, voire éliminer les risques, comment faire de la prévention psychosociale et éducative, comment ces activités sont-elles financées et comment pouvons-nous les contrer. La création d'un observatoire de l'intégrisme religieux pourrait peut-être contribuer à cet objectif. Or, l'urgence à laquelle nous sommes tous appelés n'est pas à la documentation, mais plutôt à l'action. Et Mme la ministre de l'Immigration disait hier qu'elle était plutôt rendue à l'action, ce que je trouvais intéressant. Bien que bon nombre de questions restent en suspens, nous savons qu'il existe des moyens législatifs pour mettre, pour ainsi dire, des bâtons dans les roues aux agents de radicalisation qui sont implantés au Québec et qui ont été contaminés par des sources étrangères. Puis dans ce débat sur l'urgence de documenter le phénomène, il est important de connaître et de souligner les efforts qui sont déjà déployés au Québec au moment où l'on se parle, et le gouvernement et l'opposition en ont d'ailleurs fait mention. En effet, il y a des observatoires de l'intégrisme qui existent déjà ou qui commencent à se former au Québec face à la nécessité de mieux comprendre et contrer cette menace latente. À titre d'exemple, il y a plusieurs universités québécoises qui ont récemment mis leur savoir et leurs ressources en commun afin de mettre sur pied un observatoire sur la radicalisation et l'extrémisme violent. Cet organisme indépendant et non partisan, affilié à une chaire de recherche de l'École nationale d'administration publique, l'ENAP,
a pour mandat d'observer, de documenter, de comprendre et d'analyser les phénomènes de radicalisation et d'extrémisme violent au Québec. Les chercheurs de cet observatoire font à la fois de la recherche fondamentale et des enquêtes sur le terrain pour documenter concrètement certaines réalités. Le nouvel observatoire s'est donné comme mission d'offrir des pistes de solutions et d'actions aux corps policiers, villes et gouvernements en vue de lutter contre ces phénomènes. Il y a déjà 6 axes de recherche qui ont été identifiés par cet observatoire. L'état du phénomène de radicalisation et de la violence extrémiste au Québec et au Canada, les causes de la radicalisation et les conditions du passage à l'action violente, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux dans les phénomènes de radicalisation et leur couverture par les médias traditionnels, et les politiques et les programmes de prévention et de lutte à la radicalisation, incluant les programmes de déradicalisation. Un autre exemple intéressant de recherche qui se fait, le directeur de l'Institut de Montréal pour l'étude des génocides et des droits humains à l'Université Concordia, Kyle Matthews, a récemment fondé le Digital Mass Atrocity Prevention Lab à l'aide d'un financement participatif dans le but de mieux comprendre l'utilisation que font les intégristes et radicaux d'Internet pour trouver des façons de contrer leurs activités. Force est donc de constater, Monsieur le Président, qu'une observation des manifestations intégristes s'effectue déjà actuellement au Québec. Et contrairement aux décideurs étatiques, nos chercheurs ont décidé qu'il était temps d'agir. Alors, pourquoi devrions-nous créer une nouvelle structure, l'Observatoire de l'intégrisme? Pourquoi un mandat de 5 ans? Pourquoi ne pas simplement offrir des mandats à nos chers universitaires experts qui font la fierté de notre richesse intellectuelle? Pour les parlementaires et surtout le gouvernement, l'heure n'est pas seulement qu'à l'observation. Elle est avant tout à l'action. C'est ce que nous croyons. Mais malheureusement, l'inaction du gouvernement libéral et les réactions du Parti québécois devant nos récentes propositions nous portent à croire que nous sommes les seuls en cette Chambre à avoir pris le pouls de la situation, pris le pouls de la population, avoir compris l'urgence d'agir. Le chef de la Coalition Avenir Québec et moi-même l'avons répété au cours des dernières journées sur toutes les tribunes. Mais pour que notre message soit bien compris par tous les parlementaires, je vais le dire à nouveau aujourd'hui. La radicalisation et la violence qui peuvent découler de pratiques et d'enseignements intégristes religieux sont des conséquences que nous pouvons prévenir. Ce sont des dérives que nous devons contrer, et ce, dès à présent. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, maintenant. Des solutions législatives existent et le gouvernement a la responsabilité de considérer sérieusement chacune des propositions qui sont mises de l'avant, ce qu'il ne semble pas faire pour l'instant. Notre porte demeure cependant ouverte et la main est toujours tendue. Par définition, et par l'entremise de ces différents ministères et organismes, le gouvernement est responsable d'assurer le bien-être de la population et de la protéger en prévenant et en luttant contre la violence et toute perturbation sociale. Le gouvernement libéral doit sortir la tête du sable. Il est fini le temps de l'innocence. Les mesures pour contrer l'intégrisme ou le radicalisme, si vous préférez ce synonyme, parce qu'on joue beaucoup sur les mots, là, ici, intégrisme, radicalisme. Donc, ces mesures ne doivent pas être freinées par le malaise qu'on a ressenti de la part du premier ministre. Report après report, plan d'action reporté, loi reportée. Report après report, ce fameux plan d'action dont nous parlait la ministre pour lutter contre l'intégrisme, ne verra peut-être pas le jour en juin. Elle parlait même de septembre dans un point de presse. Qui sait ce qui pourrait survenir d'ici là? On apprenait hier dans le Journal de Montréal que le grand responsable des enquêtes criminelles et de la sécurité intérieure à la Sûreté du Québec redoutait d'autres actes extrémistes dans la province. Il a dit, et là je le cite, « Il est probable qu'il arrive d'autres événements. Est-ce que ce seront des événements à saveur extrémiste islamique ou contre une minorité ethnique? Je ne le sais pas, mais il va certainement arriver autre chose. » Fin de la citation. Le Québec n'est pas à l'abri d'autres actes extrémistes. La Sûreté du Québec l'admet. Pourquoi le premier ministre ferme-t-il les yeux? Pourquoi remet-il cet enjeu à demain?
Il disait pourtant en décembre 2013, lors de son assermentation, que cette lutte était une priorité pour son gouvernement. Au printemps dernier, il nous répétait lors de son discours inaugural vouloir lutter contre l'intégrisme religieux. Mais voilà, il y a quelques semaines, il nous expliquait plutôt que l'intégrisme religieux était un choix personnel. Et depuis la semaine dernière, il n'est même plus capable de prononcer les mots intégrisme religieux. Il a changé son propre discours pour dérive religieuse. Quand un enjeu vous cause un tel malaise qu'il sclérose votre organisation gouvernementale et qu'en plus vous vous permettez de jongler avec des synonymes comme si vous jouiez une partie de Scrabble, je peux comprendre la lenteur de l'action du gouvernement libéral, mais comprendre ne signifie pas la cautionner. Bien au contraire, l'attentisme du gouvernement libéral, comme dans plusieurs dossiers, est simplement injustifié. Ceci étant dit, je dois le reconnaître, là où nous sommes en accord avec le Parti québécois, c'est sur la définition du problème qui nous préoccupe. Le premier ministre devrait cesser de jouer avec les mots, de marcher sur des œufs pour aucune raison valable. Il devrait trouver la raison dans la définition qu'ont donnée Charles Taylor et Gérard Bouchard au phénomène de l'intégrisme. Et on y revient selon la définition énoncée dans le rapport de 2008 par nos chercheurs. L'intégrisme est une interprétation littérale et monolithique des religions en vertu de laquelle ces dernières acquièrent une préséance absolue sur les autres considérations sociales, politiques, scientifiques et qui conduit à rejeter toute évolution. Fin de la citation. Comme l'a fait le Parti québécois, le premier ministre devrait s'inspirer de la définition proposée par l'ancienne députée de la Pinière dans son projet de loi sur la neutralité religieuse de l'État et la lutte contre l'intégrisme religieux. Devrait également, le gouvernement, modifier la Charte des droits et libertés de la personne. Cette définition, on la retrouve aujourd'hui dans le projet de loi calqué du Parti québécois. L'intégrisme religieux comme une idéologie politique qui tend à imposer aux individus, à la société et à l'État des pratiques et des valeurs issues d'une interprétation radicale des religions, notamment les discours portant atteinte au droit à l'égalité entre les hommes et les femmes et incitant à la discrimination et à la violence, ainsi que la propagande haineuse appelant à la légitimation du crime en vue de saper les bases de la démocratie et les droits de la personne. Et c'est justement sur ces fondements que nous avons jugé urgent d'élaborer et de présenter des pistes de solutions concrètes. Ce que nous avons fait la semaine dernière, nous avons proposé de moderniser la Charte des droits et libertés de la personne, cette pièce législative adoptée il y a près de 40 ans, afin d'interdire les enseignements intégristes qui encouragent le déni des valeurs québécoises. Et par déni des valeurs québécoises, les parlementaires qui ont moindrement l'esprit ouvert comprendront que cela signifie le fait d'encourager au mépris et à la marginalisation sur la base d'un motif de discrimination interdit. L'article 1 de la Charte canadienne prévoit la possibilité de restreindre des libertés par une règle de droit dans des limites qui sont raisonnables et justifiables dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'interdiction que l'on propose ne vise pas le fait d'exprimer son opinion ou de tenir un discours, mais plus précisément d'encourager, notamment par l'enseignement ou le prêche, le mépris et la marginalisation d'une personne ou d'un groupe de personnes en s'attaquant à la considération à laquelle toute personne a droit en vertu de la Charte. L'état du droit actuel, ainsi que la jurisprudence, nous permettent de restreindre la liberté de ceux qui abusent de la Charte afin de protéger nos droits et libertés. Il est légitime, mais aussi nécessaire de le faire pour le bien commun et au nom des valeurs chères à notre nation. D'ailleurs, lors de son passage devant la Commission des relations avec les citoyens dans le cadre des consultations sur la réforme de l'immigration au Québec, le sociologue et historien Gérard Bouchard expliquait que la population a des motifs réels et légitimes d'être inquiète à la suite des attentats de Paris, Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pourquoi il juge important que le gouvernement agisse maintenant. Il reconnaît que le choix des mesures à prendre sera un exercice complexe et nous en sommes tous très conscients. Mais parmi les instruments envisagés, il s'est montré ouvert à l'idée d'amender la Charte pour préciser l'interdiction de tenir des propos haineux au Québec. Par ailleurs, il y a 7 ans, en 2008, M. Bouchard et M. Charles Taylor expliquaient dans leur rapport, dont les conclusions ont été complètement ignorées, il n'y a pas eu de loi de pluie, que les droits et libertés individuelles ne sont pas absolus. Ils peuvent être limités
non seulement au nom des droits d'autrui, mais aussi au nom de l'intérêt collectif. Selon les termes de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. Fin de la citation. Voilà où nous devons agir en tant que législateurs, pas en créant un observateur. Nous devons également agir sur les fronts du financement des agents de radicalisation, car il est totalement inacceptable que des personnes ou organisations faisant la promotion de pratiques radicales puissent bénéficier d'exemption de taxes foncières ou de taxes scolaires ou de remboursement de TVQ, car au final, il se trouve que ce sont des fonds publics importants, c'est-à-dire les contribuables qui financent indirectement leurs activités. Enfin, suivant les sages paroles de messieurs Bouchard et Taylor, je crois que la Charte des droits et libertés de la personne est un outil institutionnel des plus précieux dont nous disposons et que les changements qu'on y apportera doivent avoir été longuement mûris et avoir fait l'objet d'un consensus à l'Assemblée nationale. Toute modification à la Charte gagnerait à être intégrée à une réflexion globale qui porterait sur l'ensemble des droits qu'elle affirme et sur les rapports qui les lient. Nous en avons parlé la semaine dernière. Nous finalisons actuellement la rédaction de notre propre projet de loi sur les mesures que nous avons avancées pour tenter de faire avancer cette réflexion, pour tenter d'agir, et dans l'espoir que le gouvernement aura le courage de le considérer, ce projet de loi, et de l'étudier sérieusement, dans l'espoir que le gouvernement nous tendra la main à son tour. À ce moment-ci, Monsieur le Président, j'aimerais déposer un amendement à la motion de la première opposition. Selon nous, et nous sommes parfaitement d'accord avec les définitions que vous faites dans votre motion, merci, mais nous croyons que ce n'est pas le seul outil. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons apporter un amendement qui est très, très simple, ajouter au 4e paragraphe le mot « notamment » après le mot « phénomène ». Alors, c'est la proposition d'amendement que nous faisons, Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie. Moi également, je vous remercie de votre intervention. Et pour ce qui est de l'amendement, il n'y a pas de problème, mais sous réserve de ce que vous savez, la recevabilité qui ne semble pas faire problème et l'accord de la concernée.